les dingues qui nous gouvernent essaient de nous faire croire que nous sommes en guerre, que nous sommes tous en croisade les uns contre les autres, et ils appliquent en quelque sorte la maxime de diviser pour mieux régner. Je pense aussi que beaucoup d'entre eux aiment bien l'idée de se faire des petits fight clubs comme ça, un petit peu comme quand vous avez deux chats dans un jardin, ils aiment bien se faire un petit fight club. Et donc dans cette vision belliciste des dingues qui gouvernent, eh bien l'Ukraine, c'est un champ d'expérimentation pour les nouvelles technologies de l'armement, c'est un champ aussi d'enrichissement pour le complexe médiatico-militaire. Et évidemment, c'est aussi le terrain privilégié de la guerre froide 3.0 que ces personnes essaient de nous réchauffer encore et encore depuis des décennies, alors que quand on regarde par exemple les déclarations d'Emmanuel Macron sur envoyer des troupes, même sur les journaux, disons, aussi vendus au système que Le Monde, si vous regardez les vidéos de YouTube de ces déclarations, donc dans la chaîne du Monde par exemple, mais vous pourriez prendre n'importe laquelle, dans les commentaires c'est unanime, les gens disent « mais ce gars est un dingue », vas-y en première ligne si ça t'intéresse, nous on s'en fiche. C'est-à-dire que ça prend pas en fait, hein. On a ça dans le paysage médiatique d'essayer de nous faire croire qu'il faudrait à tout prix défendre Israël, qu'il faudrait à tout prix aller se battre en Ukraine. On a comme ça, ou qu'il faudrait à tout prix empêcher l'immigration, hein, qui sont les trois grandes croisades que les médias, et on va voir pourquoi, essaient de nous vendre. Et avec tout ça, que ce soit les discours de la droite traditionnaliste, que ce soit les discours de Macron, que ce soit les discours comme quoi il faudrait protéger Israël, on a vraiment l'impression, à plein de niveaux, en fait, d'être en 1095, quand le pape catholique Urbain II nous disait eh bien, allons à la croisade, allons mourir pour le Christ, pour libérer la Terre Sainte. Et la Terre Sainte, c'est toujours d'ailleurs supposément Israël, auquel on rajoute maintenant l'Ukraine, auquel on rajoute la France, mais c'est toujours ce discours xénophobe, la xénophobie s'étendant à la culture de l'autre, donc aussi à sa religion, donc on a en plus là, comme en 1095, une islamophobie, une russophobie donc également, et tout ça dans le contexte astrologique d'un nœud nord qui est en bélier, et qui sera malheureusement encore toute l'année 2024. Et donc nos dirigeants sont un petit peu comme les requins qui sont excités par une particule de sang parmi 1 milliard, et plus il y en a, plus ils sont excités. Et là, avec ce nœud nord, mais c'était pareil, donc en 1095, dans l'appel à la croisade de Urbain II, on avait Uranus et Pluton qui étaient en bélier pour un bon moment. Et nous, citoyens, eh bien, on doit réussir à faire barrage, en fait, notamment un barrage culturel, notamment un barrage médiatique, face à cette stupidité qui est donc une répétition un petit peu... c'est le jour qui se répète éternellement de cette guerre, de cette humiliation de l'autre aussi. On a humilié l'Allemagne en 1918 au traité de Versailles, on a humilié la Russie dans les années 90 en lui refusant une intégration dans la prospérité internationale, dans, disons, les grandes organisations internationales. Et on va refaire pareil avec les... On a créé le Hamas, disons, par le mépris qu'on a eu globalement envers ce peuple, et on crée comme ça des monstres, en fait, par une attitude, disons, xénophobe, par une attitude méprisante, hein. Donc là, par exemple... Les différents partis sont OK pour la guerre en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui meurent, donc c'est OK, mais aucun de ces partis n'envisagerait, sérieusement en tout cas, d'envoyer des Français. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures, où on est OK pour que, par exemple, il y ait des Ukrainiens qui meurent, mais on ne serait pas d'accord pour que des Français meurent. Donc il y a ce mépris, il y a ce racisme en fait, hein, tous les médias disent le racisme c'est horrible, alors qu'en fait ils prônent toujours des guerres où c'est pas des Français qui meurent. On aura 3 parties dans cette vidéo, une première partie sur les forces en présence avec leur soutien médiatique, le tout avec de l'astrologie évidemment. On aura une deuxième partie sur les différentes croisades dans lesquelles on voudrait nous emmener et qui évidemment ne sont pas de notre intérêt. Et puis une troisième partie qui sera sur les raisons d'espérer, les personnes qui proposent des alternatives intéressantes, les différentes choses positives qui se passent et qui nous laissent à penser que le monde néanmoins s'améliore. Je vous l'indiquais dans la première partie de cette vidéo, même si ces 2 vidéos sont relativement indépendantes, donc si vous avez commencé à regarder celle-là, pas de panique, vous pouvez continuer à la regarder jusqu'au bout et puis regarder la première partie après, c'est pas très gênant l'ordre dans lequel vous le faites.
Mais je vous le disais donc dans la première partie qui donnait le grand contexte de la politique actuelle en France, eh bien les différents partis, les différents candidats, les différentes personnes politiques sont des expressions de la nature de la Ve République. Et à ce titre-là, eh bien, astrologiquement, on peut rattacher les différentes personnes qui s'expriment dans les médias notamment, et qui se font élire comme étant des expressions de certaines parties eh bien, de la carte de la Ve République. On cherche en fait à projeter à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très général. Et donc par exemple, notamment par rapport à cette vidéo, le mal qu'on cherche toujours à l'extérieur de façon hyper obsessive dans les médias, les gens sont beaucoup moins polarisés dans la vraie vie que dans les médias, quand vous parlez à une personne lambda de votre entourage ou dans la rue, il y a toujours comme ça, on va dire, 2-3% de fanatiques. 95-97% des gens, qui soient laïcs, athées, catholiques, musulmans, sont des gens modérés qui veulent simplement un monde paisible et pouvoir en profiter en famille tranquillement. Les gens, dans leur grande majorité, sont des gens qui n'ont pas cette envie en fait, de fight club des élites. Mais donc, revenons donc à ce que je vous disais, si on prend donc la carte de la Ve République, on peut voir les différentes forces politiques telles qu'elles s'expriment aujourd'hui dans la vie publique. Donc on a qui dirige, qui est en fin de règne aujourd'hui, le macronisme, qui était donc une expression, à mon sens, assez sagittaire. Donc on a le milieu du ciel qui est en sagittaire dans la carte de la Ve République. Le Sagittaire, ça peut être quelque chose de religieux, mais dans un aspect assez inférieur, il va y avoir ce libéralisme, comme il y avait eu par exemple ce président du Chili qui était un Sagittaire et qui avait appliqué les politiques néolibérales et libéralisé ce qui avait apporté d'ailleurs une forme de prospérité au Chili, mais avec une vision purement économique, purement matérielle. Macron est de cette veine, c'est le néolibéralisme qui pense que si on crée de la richesse, en libéralisant un maximum de choses, en enlevant les frontières, etc., eh bien le monde s'en portera mieux. C'est toujours, je pense que tous ces courants politiques sont assez aveugles à 80%, 80-90% de la réalité, mais dans leur petite frange spécifique, ils ont une part de réalité. C'est-à-dire que, effectivement, les grandes entreprises internationales, avec tous les problèmes qu'on va voir ensuite, eh bien, ont quand même augmenté la richesse générale du monde. Et donc, on avait ça au pouvoir, là, on l'a encore partiellement, puisqu'on a un président qui est comme ça. On a Saturne qui est là, dans le Sagittaire Maison 9, qui est quelque chose, Sagittaire, on a cette idée d'internationalisme, on a cette idée d'universalisme, mais ici... malheureusement pour l'instant en tout cas, on a le carré, donc ça détruit le côté vierge, ça détruit aussi, en tout cas ça met en péril l'ascendant poisson, donc on se demande ici comment dans ce libéralisme absolu on peut quand même garder, c'est la mort d'ailleurs qui est indiquée, la mort du parti socialiste traditionnel ici qui est indiqué dans ce carré avec l'ascendant, où on a en fait le côté compassionné, le côté à vouloir partager de l'ascendant poisson, donc était avant le Parti Socialiste, on va dire jusqu'en peut-être 1983, quelque chose comme ça, où il y avait réellement, après ça le Parti Socialiste est devenu centriste, voire de droite, mais jusqu'à, on va dire, peut-être le milieu du premier septennat de Mitterrand, on avait quand même des vraies réformes qui apportaient un vrai mieux aux classes moyennes ou populaires. Alors quand on continue notre tour d'horizon de la carte natale de la Ve République française, il n'y a vraiment pas débat sur le jour, sur l'heure on peut, mais en tout cas sur la position en signe, et du coup aussi sur la majorité des aspects, donc à part les aspects à l'ascendant, il n'y a pas vraiment débat. Et donc on a un soleil pour tout le monde, donc qui est un soleil en balance, et ce soleil balance, eh bien, c'est un petit peu ambivalent, on pourrait penser que la balance est un signe tranquille, pas exactement, puisque c'est une recherche de paix, mais une recherche de paix dans une forme d'exigence qui peut des fois être belliqueuse. On veut trouver une harmonie supérieure, c'est pas l'harmonie de la finance, on est d'accord parce qu'on a tous envie de faire de l'argent, qui serait quelque chose un peu plus
Là, dans le macronisme, ce serait quelque chose comme ça. Mais dans la balance, il peut y avoir quand même une recherche beaucoup plus exigeante. Et en tout cas, ce soleil balance, pour l'instant, dans la Ve République, il s'est manifesté comme cette volonté de se soumettre à quelque chose de plus grand qui, pour l'instant, a été les États-Unis, dans la mesure où, en fait, comme le dit très justement Michel Onfray, le surmoi en fait de l'Europe, et en l'occurrence de la France, était l'Église catholique, c'est-à-dire le pape, les curés, les évêques, etc., avait quelque chose de normateur, de dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on s'en est détaché, hein, à part peut-être 5 ou 10% de la population aujourd'hui pour qui ça peut signifier encore quelque chose. Majoritairement, on n'accorde plus de cette autorité. Et on ne l'a pas remplacé par quoi que ce soit, en fait. Donc, il y a ce vide identitaire, il y a ce vide de valeur, il y a ce vide qui est un vide spirituel en France, et faute, comme on dit, la nature a horreur du vide, eh bien, on a remplacé donc ces valeurs traditionnelles, pour l'instant, eh bien, par l'impérialisme américain, par Netflix, par Hollywood. On s'est laissé, disons, inféoder à l'OTAN, aux États-Unis, mais en fait par manque de défense immunitaire culturelle en premier. Hein. Donc mon message principal dans cette vidéo, c'est la nécessité de recréer des sphères de culture, parce que sinon, bah, c'est les médias qui pensent, pas qui pensent pas, mais qui projettent des formes pensées rigides, là où il devrait y avoir une vie organique. Hein. C'est vraiment du prêt-à-penser, c'est quelque chose de l'ordre du polystyrène, hein, qui nous est donné à manger intellectuellement, et on a besoin donc de plus d'expressions profondes, en fait, hein, inspirées, pour remplacer En fait, c'est de la propagande, hein, clairement, ce qui nous est fourni en général. Au sujet de ce milieu du ciel en Sagittaire, évidemment c'est assez décevant que ça représente dans la société française aujourd'hui principalement la finance internationale. On pourrait attendre beaucoup plus évidemment d'un Saturne en Sagittaire, d'un milieu du ciel en Sagittaire. Il devrait y avoir là quelque chose qui donne un sens profond, quelque chose d'universitaire, quelque chose de culturel, qui ferait 10 fois plus de sens que simplement la finance. La finance, si vous voulez, les banques, c'est l'estomac des sociétés. Donc on a besoin d'un estomac. S'il n'y avait pas cet appétit, on peut dire, hein, il y a vraiment un appétit en fait qui vient de la finance, qui vient de l'argent, qui fait partie de la saveur de la vie. Hein. C'est-à-dire que s'enrichir, prospérer, ça fait partie des bonnes choses de la vie. Et le problème, eh bien, c'est qu'on assiste ici à un cancer de l'estomac, c'est-à-dire les cellules de l'estomac qui se propagent, qui veulent envahir absolument tout. Et donc on doit en fait guérir ce cancer de l'estomac qui existe aujourd'hui. Et justement, ici dans cette carte, l'appel, eh bien, il est à créer quelque chose de culturel qui soit capable d'être un contre-pouvoir au pouvoir politique. Dans la pensée de Rudolf Steiner, on distingue 3 sphères de pouvoir qui doivent absolument rester indépendantes, qui sont le pouvoir culturel, le pouvoir législatif, donc ce qu'aujourd'hui on appelle l'État, mais on va voir que donc il dépasse de son cadre, et troisièmement le pouvoir économique. Dans cette pensée, donc, les 3 doivent chacun avoir leur sphère d'influence. Hein. Donc l'État doit garantir l'égalité, le culturel doit garantir la liberté de penser et d'être, et l'économique doit être là où se crée la fraternité. Hein. Donc on retrouve évidemment les 3 valeurs de la France et puis de la devise révolutionnaire de façon générale. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est l'économique intéressé, l'économique égoïste, l'économique malade aussi, qui englobe les 2 autres dans quelque chose qui est finalement totalitaire. Hein. Aujourd'hui, on a une sorte de totalitarisme économique, où les intérêts principalement financiers donc, eh bien, vont décider qu'est-ce qui est bien d'enseigner à nos enfants, ou des choses comme ça. Donc ici, dans ce milieu du ciel, dans ce Saturne en Sagittaire, il y a vraiment un appel à ce que les intellectuels de différentes pensées, en fait tous les intellectuels qui ont quelque chose d'intéressant à dire pour notre futur, et aussi les intellectuels qui ont quelque chose de spirituel, puisque c'est ça qui nous fait le plus cruellement défaut. On verra en 3e partie qu'on a des intellectuels assez brillants dans leur domaine, mais on a peu de forces spirituelles en fait vraiment disponibles, et en tout cas, ces différentes forces, au lieu de s'opposer, ou bien de se vendre aux médias, devraient se regrouper dans une entité indépendante. Il n'y a pas besoin d'attendre que disons qu'on ait l'aval d'une législation là-dessus, hein. Ça pourrait être simplement
un regroupement de fait. Une fois que ce regroupement est validé, disons, par l'opinion publique comme quelque chose qui a une autorité, eh bien, on pourrait mettre ça dans la Constitution pour que bien, la culture émane réellement du peuple et que l'éducation soit décentralisée, soit confiée aux personnes qui sont capables de penser notre avenir. Ensuite, quand on continue notre tour d'horizon des forces de la Ve République, on a Pluton en Vierge, maison 6, qui indique ici une volonté de travail, une volonté d'organisation, mais aussi par le fait que ce soit un élément terre, une volonté de territoire, une volonté de tradition. Donc il me semble qu'ici, la force politique qui s'en rapproche le plus de cette énergie, avec le côté assez sombre de Pluton, hein, ce serait le Rassemblement national. C'est ceux qui s'habillent de façon le plus sombre de l'ensemble de la classe politique. Et ici, ce qu'on peut regretter quand même, c'est qu'ils aient laissé de côté les éléments les plus à même de donner une indépendance, de donner une force politique à la France, qu'ils avaient donc il y a quelques années, et probablement pour pouvoir appartenir à la classe médiatique, ils ont laissé de côté. Donc ici, moi, ce que je peux souhaiter par rapport à ça, c'est que effectivement ces éléments donc d'indépendance par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne, par rapport à la monnaie, soient repris. Et donc ce qu'on peut souhaiter, il me semble, ici, c'est qu'ils profitent des élus qu'ils ont dans ces différentes élections pour retrouver cette force, justement, de trouver quelque chose qui nous appartienne. Les signes de terre étant là pour définir un espace stable. Mars en Gémeaux dans la carte, on a ici l'élément de jeunesse de la Ve République, cette jeunesse qui lui montre ses limites. On a donc un carré justement au Pluton, Pluton en Vierge, et l'idée ici de cette jeunesse, alors c'est la jeunesse des émeutes de 2005, c'est la jeunesse de mai 68, c'est la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est la jeunesse des banlieues. Et évidemment, ce qu'on souhaite ici, c'est que cette jeunesse, en plus donc de nous faire rire par l'idée que c'est en Gémeaux, elle puisse nous apporter de la fraîcheur, de la légèreté, que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu écrasé. On est dans la maison 2, donc il y a ici une recherche de validation de ce Mars en Gémeaux. Voilà, donc il y aura encore certainement beaucoup plus à dire sur ce Mars en Gémeaux. Je préfère vous faire des petites vidéos un petit peu plus régulières que des très longues vidéos. Et donc on continue avec la Lune Bélier, maison 1. Ici on a le côté guerrier extérieur, qui aime bien les défis, qui aime bien le combat du coup, et c'est tous nos croisés justement. A commencé ici, dans ces élections législatives, par Vincent Bolloré, qui lui-même se trouve être une personne avec des planètes, dont le Soleil en Bélier, dans un degré précis, dont l'histoire raconte en fait cette recherche de son clan. On a envie de se battre avec son clan, ici, dans ce degré précis du Bélier. J'avais une cliente les semaines précédentes qui avait justement un Mars dans ce degré précis du Bélier, et il y a ce côté Braveheart, donc avec ce fameux film avec Mel Gibson, là, qui est un Écossais qui se bat avec les clans écossais, et c'est vraiment cette ambiance qu'on avait trouvée en elle, en rapport avec ce Mars. Donc je connais, pour ce qu'on peut imaginer de Vincent Bolloré, il y a cette idée de j'ai envie de me battre pour les valeurs traditionnelles du catholicisme, avec tout le danger effectivement de partir en croisade contre les musulmans, contre tous ceux qui arrivent en France et qui ne sont pas du coup dans cette culture d'origine. Et je pense que là, quand on rentre de façon matérielle dans cette lune en Bélier, on divise. On crée aussi de la haine qui finit par nous retomber dessus. Il nous reste l'ascendant, la carte natale de la France. L'ascendant Poisson, ici, il montre une forme de sensibilité, d'envie de partage, d'envie de fusion, quelque chose de mystique, qui est un petit peu perdu, on peut le dire quand même, sur les dernières décennies. Mais pour l'aspect compassionné, on a quand même encore cette volonté de progresser socialement. On a eu, avant Victor Hugo, qui avait beaucoup de planètes en Poisson, qui peut nous inspirer sur ce que pourrait être cet ascendant Poisson. Alors par rapport à ce pôle du nouveau Front populaire, je vous parle de Jean-Luc Mélenchon, qui reste quand même la figure de référence d'un point de vue politique, d'un point de vue énergétique. C'est un lion, alors un lion assez fort, puisqu'on a Lion conjoint Pluton avec Mars aussi qui est en lion, le tout dans une maison 11, donc
Avec le fait qu'il y a la maison 11, on peut dire que l'intérêt pour le social, l'intérêt pour le groupe, l'intérêt pour faire advenir quelque chose qui appartient au futur est réel chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a des fois des personnes qui disent, qui disent de tout politique, hein, quel qu'il soit, que ces gens sont seulement intéressés. L'astrologie ici nous permet quand même de suggérer qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui le fait bouger de cet ordre-là, de l'ordre de l'évolution sociale. La Lune en Poisson va également dans cette direction. En revanche, effectivement, il y a quand même là dans le Lion des choses très intenses, puisqu'on a à la fois, je vous le disais, Pluton, on a Mars et le tout en maison 11, donc qui rajoute de l'air. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui s'enflamment rapidement, et les aspects difficiles, l'hypersensibilité aussi de la Lune en Poisson, fait que tout ça s'emballe assez vite. Hein, donc ce qui est à la fois intéressant, mais un petit peu fragile, et on a vu effectivement que Jean-Luc Mélenchon n'était en général pas maître de lui-même dans les débats. À mon sens, il devrait faire comme Jordan Bardella et suivre une formation de communication, parce qu'il communique de façon trop émotionnelle, ce qui dessert souvent sa cause. Pour terminer ce tour d'horizon des forces en présence, parlons un petit peu du nouveau Front Populaire. J'avais parlé dans la première vidéo un petit peu plus du Rassemblement National, donc là je profite pour parler un petit peu plus du nouveau Front Populaire. Eh bien, on a donc, avec cette carte natale du 10, quelque chose qui est assez instable, on va dire, hein, puisqu'on a beaucoup de Gémeaux, on a beaucoup de carrés, on a le Soleil qui est donc avec Mercure, qui est en Gémeaux, qui est en carré avec Saturne. On a des demi-carrés qui sont faits à Pluton, demi-carré qui est fait au milieu du ciel qui est en Scorpion, donc il y a des conflits qui sont à prévoir dans ce qui va se passer. Et puis on a, donc le Soleil est mal placé, donc on imagine bien que le choix du chef, c'est à mon sens tout à fait inédit, qu'on n'ait pas encore de chef d'ailleurs avant l'élection, ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas capables d'avoir ce chef. Puisque d'un point de vue du rayonnement magnétique, ce serait Jean-Luc Mélenchon, mais évidemment c'est très clivant pour les forces de droite que sont le Parti Socialiste actuel qui font partie. Enfin, donc le Parti Socialiste est théoriquement de gauche, mais il est, je dirais, au mieux au centre aujourd'hui, donc c'est assez compliqué. Et puis donc on a ce triangle aussi, hein, avec carré et opposition, donc, et à l'angle droit on a Pluton qui est en maison 1, donc qui est carré à un milieu du ciel Scorpion, qui est carré à un Mars Taureau. Donc ici on a a priori des questions de financement par le Mars Taureau, on a des questions de personnalité avec le Pluton maison 1, et on a des conflits auxquels il n'y a pas vraiment de réponse très... Hein, il est censé y avoir une créativité ici avec le Uranus qui est en Taureau. Je suis pas hyper optimiste sur le fait qu'ils y arrivent. Et inversement, hein, puisqu'on a déjà vu ce qu'avait donné le macronisme, et que le Rassemblement National n'a pas montré, en fait, au fil des années précédentes où il était au pouvoir, qu'il votait pour les choses qui pouvaient améliorer la situation, puisque le vote Rassemblement National, aussi bien à l'Assemblée nationale que au Parlement européen, n'est jamais en faveur de l'écologie, n'est jamais non plus en faveur, enfin jamais, j'exagère peut-être, vous regarderez les statistiques exactes, mais en tout cas rarement en faveur d'une redistribution des richesses, et par contre semble souvent, hein, là aussi il faudrait regarder le détail des statistiques, mais semble souvent aller dans le sens des intérêts des grosses entreprises. Donc, quoi que puisse éventuellement apporter le Rassemblement National, il me semble que ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale ne sera pas très différent dans, en tout cas, la politique économique et sociale de ce qui a précédé, là où on a quand même, avec ce problème majeur, hein, des dissensions, des tensions, des engueulades du nouveau Front Populaire, eh bien on a quand même un espoir qui est globalement meilleur. À mon sens, vu le niveau extrême de susceptibilité des différents leaders,
qu'on a dans le nouveau Front populaire, eh bien, il devrait chercher un leader en dehors, c'est-à-dire une personne de la société civile, un penseur tel que, par exemple, Thomas Piketty ou sa femme Julia Cagé, qui tous les deux sont des personnes dont l'engagement social, l'engagement économique, puisqu'ils ont écrit des livres, puisqu'ils sont intervenus dans beaucoup de débats, est indéniable, et des personnes eh bien, qui représentent quand même l'esprit général de ce nouveau Front populaire. Alors est-ce que le nouveau Front populaire sera assez intelligent pour justement aller chercher une personne extérieure qui dépasserait la fragilité de leurs différentes personnalités? Eh bien, on peut l'espérer. Venons-en à la deuxième grande partie de cette vidéo, c'est-à-dire les différentes croisades auxquelles les médias en général nous poussent. Évidemment, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui dit « nous sommes en guerre », vous pouvez mettre en marche vos alarmes et vous doutez que dans la phrase suivante, il va y avoir une première victime de guerre qui va être en général la vérité. On va vouloir vous vendre, quelles que soient les raisons, en fait, quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt, et l'idée ici c'est qu'on va activer votre cerveau reptilien, on va activer vos peurs, eh bien, pour justifier des dépenses qui vont être faramineuses et qui vont servir telle ou telle industrie, telle ou telle politique, telle ou telle géopolitique dont il ne sera pas question, mais en surface on fera le bien. Donc, trois croisades qui nous sont proposées actuellement. La première, c'est la croisade contre la Russie. J'ai sur cette chaîne fait il y a quelques mois une vidéo dédiée à Vladimir Poutine et à la carte de la Russie de 1991. Je vous invite à les regarder. Mais je rappelle quand même, hein, ça me semble important, que eh bien, ici, la Russie apparaît comme notamment plus stable que les États-Unis, puisque les États-Unis ont un soleil, hein, les États-Unis lors de leur déclaration d'indépendance, le fameux 4 juillet, ont un soleil maison 8, là où eh bien, la Russie a un soleil maison 5, hein, ce qui est quand même plus tranquille. On a beaucoup de terre, on a un triangle, à vrai dire, hein, un grand triangle de terre dans la carte de la Russie. Alors, on n'est pas non plus sur quelque chose qui serait pacifiste, hein, faudrait pas exagérer, puisque on a quand même du Capricorne, donc il y a une volonté impériale, et puis on a quand même Mars et Vénus qui sont en Scorpion, moi j'ai Uranus et Vénus en conjonction en Scorpion, et c'est vrai que là quand même il y a la tendance à vivre de la difficulté, à vivre de la trahison en fait, ici dans ces amitiés, hein. Donc la Russie se sent facilement et attire facilement des situations de trahison dans ses partenariats, hein, ce qui nous rappelle évidemment la trahison par exemple d'Hitler, mais c'est plus général que ça ici, hein, et on a la trahison par exemple par l'Europe des accords de Minsk. Donc la Russie doit réussir à dépasser ça pour ne pas que justement ce Pluton et cette Vénus l'amènent à des réponses violentes, hein, à ces impressions de trahison. Si on analyse la croisade contre la Russie comme étant une tension avec les États-Unis, eh bien, c'est intéressant de voir que la lune en Verseau des États-Unis, qui serait donc futuriste, qui est donc woke, on pourrait dire, hein, ici le Verseau a volonté de protéger, que chacun ait sa place, hein. Le Verseau, c'est l'individualité dans la diversité, donc ici, toutes les diversités ont leur place, et tout ça, ça frotte très fort par rapport à tous les éléments Capricorne, par rapport aussi aux éléments Vierge. On avait vu ce milieu du ciel Taureau aussi chez la Russie, donc on a dans la carte de la Russie quelque chose qui est profondément traditionnel, hein, comme si après, on peut imaginer un essoufflement des tentatives de créer un futur, hein, avec le communisme qui a quand même été un échec lamentable, et qu'on a un retour, hein, la Russie ici avec sa constitution de 91 se repose d'un siècle qui a été l'une des révolutions les plus brutales de toute l'histoire. Et donc ils ont besoin de retrouver le sens d'une stabilité, le sens d'une identité, qui a été extrêmement mise à mal justement par toute cette révolution, imaginez quoi, en 1918-1991, c'est beaucoup plus long que le temps de la Révolution française, qui s'arrête à la fin du règne de Napoléon. Donc ils recherchent de la stabilité, ils recherchent des valeurs traditionnelles de famille, de fécondité, de la femme et l'homme typique, le christianisme traditionnel, là où les États-Unis sont dans une fuite en avant, hein, qui peut être positif dans son caractère, disons, libérateur
de générer une technologie qui peut apporter une liberté, mais qui va aussi vers des choses telles que le transhumanisme. Donc la ligne de frontière, elle est là, et ça demande à des personnes qui ont une hauteur de vue vraiment très grande pour dire, bon bah, on pourrait admirer le côté positif de la Russie, condamner le côté un petit peu enfermant, le côté dictatorial, hein, même si nos médias, de façon plus subtile et plus manipulatrice, sont dictatoriaux aussi. Concernant la croisade contre la Russie, malheureusement, les trois blocs qui sont présents à cette élection législative, eh bien, se sont prononcés favorablement à envoyer des troupes, à soutenir l'Ukraine, là où tous les analystes sérieux, pas depuis récemment, hein, mais depuis 1990 environ, avaient estimé qu'il fallait laisser en fait une zone neutre entre l'OTAN et la Russie. Ça n'a pas été fait, et évidemment, la Russie ayant ce caractère quand même très territorial, ce caractère à vouloir sentir un espace qui lui appartient et à se sentir culturellement, idéologiquement très différent, on aurait dû avoir une zone neutre, hein, entre les deux. On ne l'a pas fait, et du coup, eh bien, on est en conflit. C'est voilà, c'est la folie des grandeurs des États-Unis notamment qui nous a poussé à pousser la frontière toujours plus loin, à vouloir gagner un petit peu de terrain sur un adversaire supposé. Et ce qui est tragique, c'est que l'influence des lobbies fait qu'aujourd'hui, eh bien, nos trois blocs pour cette élection sont dans le va-t-en-guerre, hein, et sont prêts à alimenter, hein, cette machine de mort qui a lieu en Ukraine. La deuxième croisade, et celle-ci elle est vraiment au cœur de ces élections, eh bien, c'est la croisade catholique contre l'islam. C'est pas des mots qui seraient trop forts ici, puisque c'est réellement ce dont il s'agit. Bolloré, d'après les informations que j'ai, est un catholique pratiquant, et on peut se demander, hein, c'est pas spécialement clair non plus, mais on peut faire cette hypothèse, en tout cas, que dans son choix médiatique à droite traditionnelle, avec CNews, avec l'ensemble des médias dont il dispose, il y a aussi une volonté d'appuyer une vision catholique traditionnelle du monde. Or, la difficulté, eh bien, c'est qu'en France, on a environ 10% de personnes qui se déclarent musulmanes. Alors souvent, hein, c'est comme les catholiques, hein, les personnes qui se déclarent, ça peut être des personnes qui sont pratiquantes de temps en temps, ou qui se sentent une appartenance plutôt culturelle, plutôt familiale, enfin voilà, il y a différents degrés. Mais toujours est-il, voilà, qu'on a ces deux factions, on pourrait dire, en France, et que, en tout cas, les fanatiques, hein, les bigots de chaque faction estiment que l'autre est fondamentalement différent. Alors, d'un point de vue astrologique, évidemment, on comprend qu'il y a des différences significatives. L'Europe, de façon générale, est sous le signe du Soleil. L'Afrique du Nord a à voir avec Mars, Pluton, et pour ce qui est de l'Afrique en général, Mercure. Et sur le plan des religions, eh bien évidemment, le christianisme, c'est les poissons, donc c'est Neptune. Là où l'islam, j'en parlais hier avec une personne qui se sent musulmane, eh bien, a à voir, et qui connaît l'astrologie, a à voir avec Pluton. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la destruction des formes, en fait, dans l'islam. Hein. On est dans quelque chose qui est du sans forme, un petit peu d'ailleurs comme dans l'orientalisme en général, hein, en tout cas dans l'orientalisme shivaïque, pour ce qui est de l'Inde, par exemple, où justement on détruit l'ego pour aller dans quelque chose de neutre, mais par cet effort de dépassement de soi, eh bien, on arrive à se rapprocher du divin. Ce qui, pour un chrétien, est extraordinairement difficile à comprendre et à admettre. Hein. On a l'impression, si on est dans une perspective avec ce soleil, hein, dont je vous parlais aussi, qui est présent disons, dans l'influence générale des peuples européens, qu'on cherche à détruire le soleil, qui est quelque chose d'important pour l'Européen, là où, inversement, la personne d'Afrique du Nord étant plus dans les énergies naturellement plutoniennes, naturellement martiennes, eh bien l'identité, elle est plus vécue sur un mode d'un combat avec soi-même, d'un combat avec l'adversité, et donc c'est pas de l'ordre, vous voyez,
la personnalité s'articule un petit peu différemment et va beaucoup mieux, effectivement, avec cette autre religion. Mais d'un point de vue, en tout cas, astrologique, et puis si on essaie de ressentir les choses, on ne ressent pas une incompatibilité fondamentale, hein, comme voudraient nous le faire croire donc les bigots de chacune de ces religions. Il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale, même si c'est deux chemins qui sont en tout cas dans tous les premiers niveaux, hein. Plus on va vers le haut et plus on va quand même se rapprocher de choses comparables. Mais c'est sûr que si on regarde à la base comme ça et dans la forme, on a un message, on a des phrases, on a des représentants, on a des livres, on a des constructions politiques entre ces deux religions qui sont fondamentalement différentes, mais en tout cas avec toutes les personnes sensées, hein, avec qui j'ai pu parler de ce sujet, il n'y a pas de clivage qui soit essentiel, hein. Il y a des clivages de forme, et les personnes qui sont en manque de structure intérieure vont s'identifier à la structure extérieure, hein, comme c'est si vous voulez l'effet club de foot, hein, aller les Bleus, ou aller Marseille, ou aller je ne sais quoi, ou finalement, ou les personnes qui s'identifient par leur orientation sexuelle, ou les personnes qui s'identifient par leur réussite professionnelle, enfin, toutes ces choses qui devraient, qui peuvent être intéressantes et constituantes d'une personnalité, mais qui sont finalement un ingrédient parmi d'autres, et certainement pas le plus important, eh bien, chez une personne qui a un vide identitaire, une fragilité, on va se surattacher, disons, on va projeter le divin sur quelque chose de spécifique, jusqu'à arriver à une forme d'intolérance sur ce sujet. Donc, on a besoin de plus de personnes, disons, dans la sphère publique, hein, qui expliquent ce genre d'évidence. Et puis la troisième croisade qu'on essaie de nous vendre, c'est celle pour Israël. Il est interdit de dire que Israël est un État fasciste, ce que, d'après les informations que j'ai en tout cas, vous me mettrez dans les commentaires si vous êtes d'accord, me semble être un État qui, dans les actes, hein, même au-delà des pensées, semble appartenir à la catégorie des États fascistes, des États qui pratiquent une forme d'apartheid, etc., etc. Cette troisième croisade, évidemment, me semble moins significative, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose à y faire, et puis le soutien de la France, dans ce cas-là, est quand même significativement moindre, même s'il existe, hein, et les personnes enquêtant justement sur ce soutien de la France ont parfois eu des ennuis plus que d'autres. Troisième partie de cette vidéo sur les raisons d'espérer. Eh bien évidemment, j'avais commencé la première vidéo comme ça et ça me semble important, tout ce qui est désespérant appartient en fait au mal, hein. Le mal, c'est pas les choses qu'on voudrait projeter à l'extérieur, hein. C'est une sorte de faiblesse, c'est une sorte de fragilité psychologique et spirituelle qui nous amène à focaliser le mal à l'extérieur, mais fondamentalement, en tout cas, notre responsabilité par rapport aux choses négatives dans le monde sont principalement quand même à l'intérieur de nous. Et donc, toute pensée, tout discours qui vise, qui a pour conséquence de provoquer du pessimisme, est un discours qui est toxique. C'est hyper important de zapper sur toutes les chaînes qui vous présenteraient des problèmes sans solution. À chaque fois qu'une personne vous parle d'un problème, il doit soit vous référer à une personne qui peut avoir une solution, soit lui-même donner une solution. Sinon, c'est vraiment regarder le verre à moitié plein, et ça, c'est une forme, on pourrait dire en exagérant, en tout cas c'était la phrase d'Omram Mikhail Ivanov, et je trouvais ça assez juste sur le fond, que voir le verre à moitié plein, c'est une forme de magie noire en fait. Parce que, à force de voir le verre à moitié plein, eh bien, on le projette dans le monde et il se réalise, hein. Donc c'est important de voir ce qui va pouvoir se passer de positif, d'y contribuer et d'y croire. Donc ici, eh bien, il semble qu'on soit quand même parti dans cette petite, on pourrait dire, troisième guerre mondiale, enfin on espère qu'elle ne sera pas grande, l'astrologie va quand même plutôt dans ce sens-là, en termes de concentration des planètes lourdes pour les années qui viennent, et donc on a c'est plutôt de l'ordre de la guerre froide, hein, une guerre froide prolongée que vraiment une guerre mondiale, même si la participation de beaucoup de pays est avérée. Et donc on peut espérer qu'au bout de quelques années on trouve un accord de paix. C'est pas forcément tout de suite, hein, et qu'à l'issue de cet accord de paix, qui aura coûté donc beaucoup de milliards, dont on avait besoin pour, à mon sens, des choses beaucoup plus urgentes,
eh bien, l'Ukraine, qui semble être quand même en direction d'aller vers soit l'Union européenne, soit l'OTAN, soit les deux, eh bien, y trouve là, effectivement, un facteur d'équilibre, un facteur de prospérité, un facteur de bonheur. En tout cas, ça me semble pas du tout que cette guerre en Ukraine était de l'intérêt de la France, notamment. Mais puisqu'elle est là, et puisque, en tout cas à court terme, on n'a pas d'éléments qui puissent la faire changer, mais évidemment j'invite toutes les forces possibles à y mettre fin le plus vite possible, mais dans le scénario quand même relativement probable où l'opinion publique, qui est hostile, hein, mais qui n'a pas encore la force d'action pour faire changer le courant des choses, et bien dans le cas où ça se continuerait où l'Ukraine intégrerait donc ces instances internationales, eh bien on peut espérer que ça lui apporterait, en tout cas à très long terme, après une longue reconstruction, une situation meilleure. Ça, c'est le premier point qui peut nous donner à espérer. Le deuxième, et qui me semble le plus important à vrai dire, eh bien, c'est que j'ai observé, hein, pour être quand même assez souvent en recherche d'informations sur Internet, que eh bien, la quantité et la qualité des informations qu'on peut trouver, je pense, enfin, ça ce serait ma vision subjective des choses, vous me mettrez dans les commentaires comment vous l'avez perçu, mais j'ai l'impression que si on multiplie quantité fois qualité, qu'on a 10 fois plus qu'il y a, on va dire, 6 ans, hein, et peut-être 30 fois plus qu'il y a 10-15 ans. Donc la quantité vraiment de personnes qui font un travail intellectuel avec une inspiration spirituelle, et qui le partagent donc souvent de façon bénévole, hein, puisque dans les médias, il y a ici ou là hein, un commentateur ou un journaliste qui fait vraiment son travail, mais c'est relativement moins fréquent, évidemment, dans les médias qui sont payés par les marchands d'armes ou par les personnes qui sont là pour faire du commerce, que dans des médias réellement indépendants. Et donc la qualité et la quantité des médias indépendants me semble vraiment, disons, l'une des pierres dont on a besoin pour construire un monde différent. Et donc je vous invite aussi à mettre en commentaire quelles sont les bonnes références que vous avez par rapport à ça. Je pourrais vous donner les miennes, mais il y a quelque chose d'un petit peu subjectif en fait hein, dans ce choix, suivant votre sensibilité politique, religieuse, personnelle, culturelle. Vous allez être attiré par différents médias, et les médias certains sont un peu plus pertinents spirituellement, certains politiquement, sur le thème de la santé, certains sont un peu à l'ouest alors qu'ils sont bons dans d'autres domaines, certains ont des propositions pour faire évoluer le thème de la justice, hein, comme Thomas Piketty et sa femme Julia Cagé dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont pertinents dans ce domaine spécifiquement économique, mais ils n'ont pas forcément grand-chose d'autre à dire. Et donc voilà, on a cette société civile, un petit peu indépendamment donc, du pouvoir économique d'une part, et du pouvoir politique d'autre part, et ça me semble justement ce qui doit aujourd'hui, comme je le disais déjà dans la première partie de cette vidéo, réussir à se créer une dynamique, à se constituer comme contre-pouvoir en fait. Pour l'instant, on a une mosaïque comme ça de contre-pouvoir en façon un petit peu anarchique, enfin, au sens populaire de ce mot-là. Et il faudrait quand même qu'il y ait une synergie qui se crée entre ces différentes choses pour qu'ils deviennent en fait une légitimité plus grande, notamment que les élus ou des choses comme ça. Et puis ce qui me rassure aussi et qui me donne beaucoup à espérer, c'est qu'il y a énormément de mensonges. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez toujours trouver des choses qui se passent mal, ici, là, et si vous isolez ces choses-là, le monde est une catastrophe, et vous pouvez pointer du doigt telle ou telle fraction de la population afin de créer du clash, afin de diviser pour mieux régner, ce qui est finalement vraiment la stratégie de ces gens-là. Mais si vous regardez dans le concret des choses, comme je disais, les gens sont assez modérés, et si on arrive à reprendre, disons, le devant de la personne moyenne, on pourrait dire, arrive à reprendre le devant de la scène, globalement, les gens sont modérés et ont des objectifs modérés. J'aimerais terminer avec une pensée bienveillante pour les personnes qui ont fait du monde ce qu'il est aujourd'hui, avec évidemment tous les problèmes et toutes les contradictions qu'il y a. Quand on réfléchit à ce qu'est l'ensemble de l'humanité, eh bien, il y a des personnes qui ont ce dynamisme, cette force d'aller en avant, ce courage. On pourrait dire c'est globalement les entrepreneurs. Et c'est les personnes, on dit, ces personnes, ils ont de l'estomac, ils y vont, hein, ils ont des tripes. Et je crois que par ces expressions, on décrit assez bien en fait leur rôle dans l'humanité, qui est un rôle d'amener les autres matériellement en avant.
Et quand on les voit comme ça, ben, on peut avoir une certaine paix à se dire, bon, bah, ces personnes-là, ils produisent en fait des formes. Hein. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire, le capitalisme, de façon générale, a créé une richesse qui est colossale. Je crois qu'il y a environ 4 fois plus de richesse aujourd'hui qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est dire qu'on a accès à beaucoup plus de liberté matérielle potentielle, et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup plus de liberté matérielle réelle. Et donc tout ça, en fait, c'est positif, et ça a un potentiel de devenir encore plus. Hein. Et donc quand on voit les personnes, globalement, qui ont dirigé le monde dans les dernières décennies, ben, comme des personnes qui sont de l'ordre de l'estomac de l'humanité, et qu'on n'attend pas plus d'elles, on se dit, ben voilà, c'est les personnes qui ont cet acide, qui ont ce potentiel de digestion du réel. Hein, comme Hegel disait, les passions sont le moteur de l'histoire, dans ses cours sur l'histoire. Eh bien, on peut s'apaiser, en fait, à se dire, ben voilà, c'est juste un moteur, en fait, et c'est aux gens qui ont plus de clarté, plus d'intelligence, plus de détachement, plus de pratique spirituelle, plus de recherche intérieure, d'orienter cette énergie très brute, cette énergie d'entreprendre, mais qui ajoute, si vous voulez, je vous en parlais dans la première vidéo, il y a un peu une sorte de série Netflix, quoi, à travers toutes ces personnes. Il ne faut pas aller dans leur sens, parce que leur sens il est quand même très destructeur, très, très mortifère, mais on peut considérer que globalement, sans ces personnes-là, eh bien, le monde serait ennuyeux. Et c'est donc les personnes qui ont accès à plus de connaissances réelles qui doivent réorienter quand même cette action qui manque de sagesse et qui ne sait pas trop finalement où elle va. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Il y a eu des demandes dans les commentaires de la vidéo précédente, j'y ai répondu dans les commentaires même, donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis, c'est important aussi par rapport à cette culture, qui à mon avis est vraiment le cœur de la renaissance réelle de la France, de la politique. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos de cette chaîne. C'est aussi comme ça qu'on peut faire grandir les médias alternatifs. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.